présenter cette thèse et comment voyez-vous l'évolution depuis par rapport aux médias, au racisme inhérent, racisme non radicalisme, parce que vous travaillez aussi sur le radicalisme, racisme qui mène aussi à la violence, à la mort, à à la destruction. Bonsoir à toutes et à tous, merci pour l'introduction médienne. Et j'ai quand même préparé une présentation, mais je voulais dire que c'est pas évident de discuter des thématiques après 4 intervenants parce qu'on a l'impression de répéter pour la 3e fois les mêmes très bonnes analyses, les mêmes points problématiques qui finalement ont déjà été dit plusieurs fois, donc je vais essayer de répondre de manière un peu différente. Pardonnez-moi d'avance si je répète certaines choses. Tout d'abord, par rapport à la dernière intervention, j'aborde un discours complètement contraire à ce qu'on a été dit, mais en parlant plus spécifiquement du racisme en Suisse par rapport à l'islam ou aux musulmans, par rapport à d'autres groupes également, où la peur est bel et bien, comme vous l'avez dit, le moteur du racisme, mais dans beaucoup de cas suisses, la peur n'est pas venue du comportement du voisin musulman ou du comportement de délinquants notoires de telle et telle origine, mais des médias directement. Parce que beaucoup de gens n'avaient jamais connu le musulman, si ce n'est par la télévision. Et au fil des années, on a observé dans certaines communes, dans certains villages, encore plus que dans les villes où la présence musulmane est plus considérable, une augmentation de la haine ou de l'islamophobie, donc de la peur ou de l'hostilité contre les musulmans et de l'islam, de la part de personnes qui n'ont ni l'expérience de la région musulmane, ni des populations musulmanes, que ce soit dans leur voyage ou dans leur réalité. Et finalement, on voit qu'il y a un nouveau discours, une nouvelle perception populaire qui correspond à un imaginaire collectif qui n'est pas venu de nulle part. Et bien plus que les discours politiciens, par le biais d'observation, par le biais d'entretien, j'en déduis que les médias ont un rôle primordial ici, à ce niveau-là. Bien plus que les discours politiques d'extrême droite. J'en profite pour une parenthèse en disant que le racisme n'est pas l'apanage de la droite, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire avaler ou croire pendant une vingtaine d'années dans certains milieux, où on était certain que la droite ou l'extrême droite est raciste et la gauche est l'antithèse du racisme. Les choses ne sont pas aussi, dichotomiques qu'on veut le présenter dans certains discours. Donc ici, il faut toujours, je pense, quand on parle de médias et de racisme, prendre en compte les contextes et prendre des précautions importantes quand on essaye de monter en généralité. Dans un discours, on est toujours obligé de faire certaines généralités, mais souvent, on va voir que les contextes ont des spécificités qui empêchent des conclusions trop générales par rapport à cette thématique importante. Par contre, il y a des schémas qui se répètent, que ce soit en Suisse, en France ou dans d'autres pays. Et je voulais dire qu'un premier point est lié à une responsabilité ancienne et récurrente des médias, pas dans le racisme, mais simplement dans les imaginaires collectifs. Et qu'on attend d'un média profond, d'un média intéressant et qui est digne du champ professionnel, on attend qu'il y ait une certaine nuance dans le traitement de l'information. Malgré les problématiques que M. Bouhamama a expliquées tout à l'heure par rapport à la précarisation du métier, on a quand même besoin d'avoir une qualité de l'information, sinon mieux vaut s'en passer complètement. Et ces derniers temps, on a, depuis 5, 6, 7 ans, 3 grands exemples qui nous montrent que les médias suisses ou français, les médias dominants, ont pris une tournure de plus en plus idéologisée qui fait parfois penser à la propagande politique, qui ne dit pas son nom. Je prends l'exemple de la question d'extrémisme violent en lien avec l'islam, donc ce qu'on appelle rapidement radicalisation, première étape, mais je peux également prendre un autre exemple très différent qui se rapporte à la crise du coronavirus, où on a vu que finalement il y a une position des bons et les méchants qui sont du côté des sceptiques, qui sont qualifiés rapidement de nazis, d'extrême droite, conspirationnistes. Et maintenant on a le cas de la guerre en Ukraine avec la Russie, avec un traitement médiatique très particulier, des fois qui rappelle une autre période qu'on pensait dépasser. Où finalement, on considère un conflit géopolitique d'une manière très partisane, en excluant toute nuance de la réflexion. Peu importe son opinion personnelle, c'est juste une constatation que je fais,
qui peut être dangereuse quand on a la diabolisation de personnes qui appartiendraient à l'autre camp, sans le vouloir. Comme quand on est musulman, on peut être affilié à l'extrémisme violent en lien avec l'islam. On parle de taqiyya pour suspecter même la personne qui tiendrait le discours le plus ouvert et le plus tolérant. On va dire oui, mais vu son profil, il peut quand même être dans le camp de l'ennemi. Maintenant, avec la Russie, on a certaines prises de position politiques et médiatiques qui font que si on est russe, on n'est plus le bienvenu. Je cite pratiquement textuellement. Et je ne vois pas bien le rapport avec la politique du pays en portant l'amalgame sur certains citoyens en raison simplement de leur origine et de leur appartenance nationale. Et cela passe grandement par les médias. Après, grande question, est-ce qu'il y a des forces politiques qui poussent un certain discours médiatique à se tenir? J'en sais rien. Je pose simplement le constat de médias qui sont de moins en moins nuancés et de plus en plus dichotomiques, qui tendent à montrer qu'il y a du bien et du mal, un camp du bon et un camp du mensonge, et ainsi de suite. Et si on prend ces mêmes grilles de lecture avec beaucoup de distance, ce qu'on n'arrive jamais à faire quand on est dans l'actualité, parce que personne n'oserait parler des choses qui choquent aujourd'hui, mais si on parle de ce qui s'est passé il y a 5 ans, on peut le faire de manière plus nuancée. Aujourd'hui, moi-même, je n'oserais pas le faire. Si on prend la même grille, cependant, d'analyse pour le conflit Ukraine-Russie, dont je n'y connais rien, mais on la transposerait au conflit afghan, au conflit irakien, qui ont tous deux une logique militaire derrière et d'intervention américaine en l'État, on peut voir que la grille de lecture est vraiment adaptée par rapport au contexte et aux intérêts de certaines politiques. Et finalement, le citoyen, le consommateur des médias se retrouve placé dans un camp malgré lui. S'il doute, s'il pose des questions, cela suffit à le placer dans le camp du mal et dans le camp des personnes suspectes. Ce qui est très problématique, encore une fois, je le dis, sans prendre parti, juste en tant qu'observateur. Pourquoi je ne vais pas répéter les causes qui ont été dites tout à l'heure, mais j'en avais situé seulement 3, mais peut-être je vais juste les relire très rapidement, parce que quelque chose n'a peut-être pas été dit très, très fortement. Le mal fait vendre. Ce qui plaît aux gens dans les médias, dans l'information, c'est l'inédit, c'est le côté barbare, c'est le côté qui nous intrigue, malheureusement. Pour ma part, par exemple, j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'action sociale d'organisations musulmanes. Je n'ai pratiquement jamais été contacté pour les médias sur cette question, parce qu'il s'agit de quelque chose de positif qui n'est pas très croustillant. Par contre, les mêmes médias me contactent fréquemment pour parler de l'extrémisme violent, ou de la radicalisation, ou du terrorisme, bien que ça ne soit pas ma spécialité à la base. Donc ici, on a un goût pour le mal et l'inédit. On a aussi une existence, il ne faut pas le nier, de certains préjugés chez les journalistes, qui sont bien sûr des citoyens comme tout le monde, et qui ont leur propre grille de lecture, et parfois cela se retranscrit dans leur restitution par le biais de vidéos, d'articles de journaux, de documentaires. L'autre raison que vous avez invoquée tout à l'heure est la rapidité du traitement médiatique à cause de la profession qui n'a plus tant de moyens pour que les journalistes fassent un vrai travail d'investigation. Et je pense que c'est une part aussi de ce phénomène. Je précise ces points, à mon avis c'est très important parce que l'idée, en tout cas la mienne, n'est pas de discréditer les journalistes et de dire qu'ils sont racistes ou qu'ils encouragent le racisme. C'est un effet que je peux observer dans certains contextes, mais je ne ferai pas de procès d'intention ici. Je pense qu'il s'agit d'un effet secondaire alimenté par ces différents facteurs, mais il y a aussi une très grande responsabilité parce que le discours médiatique va influencer énormément les perceptions populaires, comme on l'a dit, et je rappellerai une histoire qu'on a peut-être tous oubliée, qui était l'histoire des agressions sexuelles à Cologne et en Allemagne, je ne sais plus quelle année, il y a quelques années. Et on a une série de productions de discours culturalistes montrant que ces personnes d'origine maghrébine ou arabe dans le pays. Syrienne. Oui, non, alors, il y a une confusion. Il y avait une confusion. Et je me souviens. D'après l'enquête, il n'y avait pas de Syriens. Justement, je prends vos deux propos. Je suis attaché à la précision. Oui, tout à fait. Mais ils l'ont présenté à un moment comme des Syriens.
En réalité, il s'agissait plutôt de personnes qu'on appelle haragas d'origine maghrébine, qui étaient en situation précaire et qui ont été à l'auteur pour certains de ces comportements. Mais comme il y avait la migration syrienne au même moment, il y a eu un amalgame et une confusion dans certains médias et surtout chez les personnes qui ont vu cela pour généraliser finalement sur un comportement qui serait culturel, et y compris dans les médias dits de gauche. Et ici, on voit que cette confusion revient en parlant de racisme qui s'est décliné, comme on l'a dit avant, à différents niveaux. Il y avait le racisme biologique qui a pratiquement disparu, il est en tout cas plus entendable, plus légitime, mais il y a un nouveau racisme culturaliste qui est encore très fort, qui est bien sûr critiquable et critiqué heureusement, mais qui reste très fort. Et on arrive maintenant au racisme dit civilisationnel que vous avez mentionné. Moi je l'appelle plutôt racisme idéologique. Je ne sais même plus si on peut l'appeler racisme, mais quand on parle d'islamophobie, souvent on se situe à ce niveau d'analyse où en fait on légitime son rejet de modèles culturels civilisationnels externes en invoquant des valeurs qui ne seraient pas compatibles avec nos valeurs jugées universelles et bonnes. Et ici on a aussi une partie de la gauche, voire de l'extrême gauche, qui promeut une islamophobie sur une base de laïcité qui est promue et d'égalité des genres. L'égalité des genres qui finit, on ne sait pas où exactement. Et cela est assez problématique, comme vous l'avez mentionné, enfin tu l'as mentionné Vincent, je pense, par rapport au bon et au mauvais islam, ou aux bons musulmans face aux mauvais musulmans, on retrouve cette dichotomie qui fait que finalement on attend à ce que les bons musulmans sont ceux qui embrassent les valeurs dominantes du système en question, qui peut être l'État ou qui peut être le courant idéologique dominant. Et ici, avec la question du genre, on va exhorter les imams ou certains prédicateurs, certains penseurs musulmans à promouvoir l'accès, par exemple, des femmes au rôle d'imam. Ce qui pose problème pour des interprétations théologiques et ce qui n'est pas légitime aux yeux de beaucoup de personnes musulmanes. Ici, on voit que certaines approches peuvent tendre à vouloir instrumentaliser et définir l'islam acceptable, qu'on va respecter. Et ici aussi, il y a un rôle de pacification qui est attribué aux acteurs musulmans, qu'on essaye de coopter pour des intérêts publics. Mais l'effet secondaire dangereux en termes de racisme à ce niveau-là, c'est de discréditer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ceci, et parfois c'est 90-95% des musulmans, une estimation totalement arbitraire, et en les faisant, en les assimilant au camp du mal, au camp des extrémistes, ce qui a donné lieu, par exemple, au discours de Macron sur le séparatisme en 2020, il me semble, avec des mesures qui ont été mentionnées tout à l'heure et qui continuent à être effectives aujourd'hui. Donc, pour moi, à ce niveau-là, on est en plein racisme civilisationnel ou idéologique qui devient dominant et de plus en plus légitimé avec, encore une fois, d'un côté, un camp du bien et un autre, un camp du mal. J'en reviens en conclusion à la nécessité de définir le racisme avant d'en parler, parce que dans ce propos, on retrouve des propos médiatiques ou politiques qui diabolisent le racisme, parfois à l'extrême, parce qu'il y a certaines, pour ne pas les citer, idéologies postmodernistes qui contribueraient à faire penser que tout le monde est raciste. En ayant une certaine vision extrême promue par les mêmes médias qui entretiennent un racisme beaucoup plus primaire, on voit qu'on est dans une contradiction qui force à redéfinir les catégories, qu'est-ce qu'on entend par racisme, et surtout en portant une attente particulière au contexte, parce que le racisme américain ne peut pas être transposé à la réalité suédoise ou iranienne, par exemple. Souvent, par idéologie, par raccourci, on le fait, et je pense que c'est un certain danger qui nous expose actuellement, y compris dans les discours dits antiracistes, d'où la complexité du débat. Ok. Pour conclure, je ferai un rappel que je n'avais pas prévu tout à l'heure. On a cité aussi avec Vincent Gesser Thomas Delton, qui a écrit un ouvrage très intéressant sur l'islamophobie en France. Et on voit aussi la construction de catégories qui passe par trois, à mon souvenir, je dis ça sur mémoire, mais qui passe par trois grandes catégorisations d'une même population. À un moment donné,
le danger venait des classes populaires qui habitent les quartiers défavorisés. On parlait alors de jeunes de banlieue, de jeunes de quartier, etc. C'était la population à risque. Ensuite, ces mêmes personnes ont été désignées comme les Arabes et les Noirs. Donc il y a une ethnicisation ou culturalisation de ces profils, bien qu'ils étaient, pour la grande majorité, nés en France, qu'ils avaient été socialisés en France, qu'ils étaient français, et qu'ils n'avaient pas d'autre appartenance nationale pour certains, à part leurs origines de leurs parents ou grands-parents. Finalement, ces personnes sont devenues, à partir de 2005, à peu près, pour situer une date, décrits comme musulmans. Certains médias anglo-saxons ont parlé de Muslim riots, d'émeutes musulmanes, pour parler des émeutes qui ont commencé à enfermer les Clichy-sous-Bois en 2005. Mais ceci montre que cette même catégorie, qu'on peut appeler une classe dangereuse, en guillemets, est passée d'un statut social, socio-spatial plutôt, à un statut ethnique, culturel, et finalement à un statut religieux qui, encore une fois, fait écho à la thèse de Samuel Huntington, qu'on croyait abandonnée, qu'on croyait déclassée, mais qui me semble de plus que jamais d'actualité, notamment quand on voit le conflit actuel avec la Russie et l'Ukraine. Merci beaucoup et désolé pour avoir passé.